Bonjour à toutes et à tous. Bien, alors effectivement, je vais vous parler des entreprises humanistes, effectivement, terme moins connu qu'entreprise libérée. D'abord, pour me présenter un peu, je suis un des introducteurs de la psychologie positive en France. Alors, il y en a, ils entendent ce mot, ça les réjouit. Il y en a qui se disent « au secours, fuyons ». Je dirais simplement, moi, ce qui m'intéresse dans la psychologie positive, c'est les applications sociétales, parce que souvent la psycho, on considère que ça concerne l'individu, et la psychologie positive, le bonheur. Moi, ce qui m'importe, c'est les implications sociétales dans l'éducation, dans la santé publique et dans le monde du travail. D'abord, je voudrais vous poser une question. Plusieurs enquêtes ont été faites en France sur le bonheur au travail, et avec des sondages. Et d'après vous, quand on cumule le pourcentage de réponses de personnes qui disent qu'elles sont heureuses au travail ou très heureuses au travail, on arrive à quel pourcentage de gens heureux plus très heureux en France? Alors, il faut me parler fort parce qu'avec les années... Comment? 15? Oui. Alors, plus que 15, moins que 15? 20? Moins que 15, plus que 20? Pardon? 20, oui, mais plus que 15 et, moins que 15 et plus que 20, vous avez 8. Bon, moins que 8 ou plus que 20? Plus que 20, combien? 60? Ah là, vous montez les enchères d'un coup, là. Alors, bon, on va rester là. Vous êtes presque juste si vous additionnez les deux, c'est-à-dire 75%. Je ne vous raconte pas des salades. Hein. Voilà. 4 enquêtes, vous avez à peu près les mêmes chiffres, avec une petite augmentation d'ailleurs au fil des ans. Voilà, donc... alors, pourquoi est-ce qu'on pense que les gens sont malheureux au travail? Parce que c'est intéressant, dans certaines enquêtes, on demande d'une part, est-ce que vous êtes heureux au travail? Et, d'après vous, est-ce que les gens sont heureux au travail? Et là, les gens, ils sont à 75% à dire qu'ils sont eux-mêmes heureux, mais en gros, à 20-25% pour dire que les autres sont heureux. Et en fait, je ne veux pas trop taper sur les médias parce que j'étais longtemps journaliste, mais quand vous avez des infos dans les médias sur le monde du travail, au journal du 20h, ce n'est pas pour vous parler des gens heureux, c'est vous parler du chômage, c'est vous parler du burn-out, des harcèlements moraux ou sexuels, enfin toutes ces jolies choses. Mais en fait, la plupart des gens sont heureux dans un pays, la France, qui n'a pas la réputation d'être le plus, heureux. Enfin, voilà. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et qu'est-ce qui fait que des gens se disent heureux au travail? Il y a pas mal de paramètres. Moi, j'en retiens surtout 3, là, pour aller court avec vous. D'abord, c'est le fait de faire un boulot qu'on aime. Bon, vous me direz, ça, c'est pas un scoop. On n'avait pas besoin d'études scientifiques pour savoir ça. Mais c'est quand même intéressant, surtout quand on est parent. Parce que quand on est parent, souvent, on veut un bon boulot, un peu comme le monsieur qui vient d'être décrit peut-être. Il faut bosser, quoi. Enfin, il ne faut pas seulement s'amuser dans la vie. Et donc, il faut faire un boulot. Un bon boulot, c'est souvent un boulot qui rapporte. Maintenant, un bon boulot pour un jeune, c'est un boulot qu'il aime. Et un boulot qui rapporte, il risque de le quitter au bout de 2 ans, 3 ans. Un boulot qu'il aime, même s'il est moins payé, il risque de le garder toute sa vie et d'être beaucoup plus heureux. Et donc, c'est important de se rappeler quand même que la principale raison du bonheur au travail, c'est de faire un boulot qu'on aime. Bon, ça, c'est une première chose. Maintenant, une deuxième chose, je vous ai dit qu'il y avait 3 aspects majeurs, il y en a d'autres. C'est le fait de faire un travail qui a du sens, qui est utile à la société. Et là, dans l'univers des psychologues ou des sociologues du travail, ça n'avait longtemps pas été étudié, et on s'est rendu compte que c'est un élément majeur. Alors, juste une petite remarque, en psychologie de la motivation, vous avez pas mal de théories de la motivation, et vous avez notamment la théorie de la motivation intrinsèque versus extrinsèque, on va dire interne, externe. La motivation, ça a été étudié à l'école et au travail, la motivation intrinsèque, c'est lorsque à l'école, des gamins, ils étudient et ils trouvent du plaisir à étudier la discipline, la géographie, l'histoire, que sais-je encore. Au travail, c'est des gens qui trouvent de la motivation intrinsèque, interne, dans ce qu'ils font. Ce qu'ils font les satisfait. Inversement, la motivation extrinsèque, c'est d'être motivé à l'école, mais pour avoir des bonnes notes, d'être motivé au travail pour avoir un salaire, des primes, etc. Et
évidemment, le sentiment d'être utile à la société est extrêmement facilitateur de motivation intrinsèque. Il y a une sorte de spirale vertueuse qui se met en place. On est intéressé par un travail parce qu'il rend service, et quand ce travail, on a le sentiment d'avoir été utile, ça nous rend d'autant plus motivés. Troisième élément important du bonheur au travail, c'est relationnel. Et ça, c'est très important. Relationnel de manière horizontale, avec les collègues de travail, mais plus important encore, à la verticale, avec le N+1, son supérieur hiérarchique direct. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été observé de manière massive, d'où, et je viens à l'essentiel de ce que j'aimerais vous dire en quelques mots, eh bien, ce que j'appellerais la nécessité d'un management humaniste. Le management humaniste, c'est tout simplement le fait que il y a des cadres qui considèrent que de donner des bonnes conditions matérielles, mais surtout relationnelles de travail à leurs salariés, eh bien, ça a une valeur en soi. Pas seulement une valeur utilitariste pour augmenter la productivité, mais une valeur en soi. Quelques éléments, par exemple, il y a quelques instants, dans la personne qui est intervenue avant moi, elle disait qu'il fallait arrêter le système command and control. Effectivement, alors, quand on arrête ça, par quoi on remplace? Par l'inverse, évidemment, c'est-à-dire la confiance. La confiance, c'est quelque chose de très important, dans le sens que, on sait aujourd'hui, pas mal d'études l'ont montré, et notamment d'ailleurs les travaux sur les entreprises libérées ont montré que lorsqu'on fait confiance, eh bien, les gens en général, ils respectent, et non seulement ils respectent, mais ils essayent d'être dignes de la confiance. D'ailleurs, si je vous pose la question à chacun d'entre vous, si vous vous posez la question, si quelqu'un, à un moment donné, vous fait confiance, que ce soit dans votre vie perso, que ce soit dans la vie professionnelle, est-ce que votre première réaction, c'est de vous dire « Ah, il me fait confiance, comment je vais pouvoir l'entuber ?» Je ne suis pas sûr que ce soit votre première réaction. Vous n'êtes pas meilleur que la moyenne des gens, on est à peu près tous comme ça. Quand on nous fait confiance, on a envie de bien faire. Il y a une sorte d'image prégnante de l'être humain en Occident, et en particulier dans le monde économique, qui est l'image de l'homo economicus, qui voudrait que nous sommes essentiellement mus par l'égoïsme, et nous mettons notre rationalité au service de notre égoïsme. Elle est complètement invalidée, elle est toujours enseignée dans les écoles de commerce, elle est complètement invalidée par plein d'études, mais elle est très prégnante. Or, c'est exactement l'inverse. Les gens ne sont pas fondamentalement égoïstes. Quand on leur fait confiance, ils ont envie de bien faire. Je voudrais toutefois préciser une distinction importante à faire au niveau de la confiance. Parce que si par exemple vous avez un cadre qui dit à son collaborateur « Ah, en comité de direction, on a pensé à un projet, et puis voilà, on a pensé que c'était vous qui étiez le plus à même de mener ce projet, voilà en quoi ça consiste dans les 2 ans à venir, 3 ans à venir, que sais-je encore. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie ?» Alors le gars, c'est une chance qu'il a, une opportunité qui lui est offerte, il dit oui. Mais au fond, par exemple, peut-être qu'il ne se sent pas complètement compétent, vous voyez, mais il n'ose pas le dire parce qu'on lui fait confiance. Et la confiance qui lui est faite, si par exemple le cadre lui dit « je vous fais confiance », bon, de quel ordre elle est? Parce qu'il y a 2 types de confiance là. Il y a une confiance sur, si je vous fais confiance que vous allez être motivé, que vous allez donner le meilleur de vous-même. Ça, c'est la confiance, je dirais, sur l'honnêteté, sur la bonne volonté. Mais derrière, il y a une confiance sur la compétence. Et peut-être que la personne, elle est pleine de bonne volonté, mais elle n'a pas forcément, elle ne se sent pas encore la compétence, elle n'ose pas le dire. Conclusion, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il revisite le projet et ça n'a pas bien marché comme il pensait. Enfin, je vous ai fait confiance quand même. En gros, vous avez trahi ma confiance. Et je pense que dans toute cette histoire, peut-être que le plus responsable de la situation finale, ce n'est pas le collaborateur, mais c'est bien le cadre. Parce que lorsqu'on fait confiance, il faut d'une part faire confiance sur le plan moral, sur l'honnêteté, sur la bonne volonté, mais aussi il faut s'assurer que la personne elle se sent la compétence. Et si elle ne l'a pas, ne pas considérer qu'il faut l'écarter, mais bien considérer que c'est au cadre d'avoir la responsabilité de voir comment faire formation, coaching, tutorat, enfin toutes sortes de formules, mais il faut bien s'assurer des deux pour pas que ça retombe sur la responsabilité soit mal attribuée, je dirais. Alors ça, c'est de la confiance. Un autre élément, par exemple, important, l'esprit de service. Alors vous avez des tas de travaux de recherche qui portent sur ce qu'on appelle
les comportements organisationnels citoyens, c'est le fait que dans une entreprise, le comportement finalement que va adopter une personne, eh ben, il n'est pas entièrement résumé dans sa feuille de poste, enfin dans son contrat de travail. Et c'est tous ces éléments qui mettent de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire comme rendre service, donner une idée, tout ça. Mais je voudrais surtout, et là c'est au niveau horizontal, mais je voudrais surtout parler des cadres par rapport à l'esprit de service. Vous avez plein de théories du leadership qui ont été élaborées au fil des années. Et alors, vous avez le leadership charismatique, transformationnel, transactionnel, et que sais-je encore, il y en a eu au moins des dizaines. À ma connaissance, elles ont toutes été imaginées par des universitaires, des sociologues des organisations, des psychologues du travail et autres. Sauf une, je peux me tromper, mais je crois qu'il n'y en a qu'une qui ne vient pas de ces univers. Elle a été élaborée par un praticien, c'est-à-dire un cadre, qui, à la fin de sa vie, pas la fin de sa vie, après la retraite, une fois arrivé à la retraite, a écrit dans un ouvrage le fruit de ses expériences et l'expérience d'amis. Cette personne s'appelait, puisqu'il est décédé maintenant, Robert Greenleaf, et son livre de base s'est appelé Servant Leadership, qui n'est toujours pas traduit en français, malheureusement. Donc c'est l'idée du leader-serviteur. Ça se développe aujourd'hui en France, cette idée. L'idée centrale que développe Greenleaf, c'est que la principale qualité d'un leader, eh bien, c'est d'être un serviteur. Serviteur et inspirateur. Ici, on est dans l'espace inspiration, alors ça me fait plaisir. Leader inspirateur, enfin, moi, j'en ai rencontré dans l'enquête que j'ai faite pour faire un livre donc, que j'ai appelé « Les entreprises humanistes ». Et il y a quelque chose de très troublant. Quand vous rencontrez ce type de personnes, eh bien, c'est des gens qui sont à la fois très humbles et très ambitieux. Alors, ça ne va pas ensemble d'être humble et ambitieux, parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes éléments. Ils sont très humbles dans leurs relations interpersonnelles. Ils ne cherchent pas à se mettre en avant, ils mettent en avant leurs collaborateurs. Moi, j'ai comme ça quelqu'un qui s'appelle Christophe Larenduche, qui a créé une société, une entreprise d'événementiel d'entreprise, et ses collaborateurs me disaient tous, mais Christophe ne se met jamais en avant, il est toujours derrière nous pour nous mettre en avant. Et un autre qui s'appelle Hubert Boisredon, qui dirige une société de 2000 personnes dans l'ouest de la France, et il me dit, pour moi, une entreprise, c'est comme un collier de perles. Et le patron, c'est le fil qui relie les perles. Ce n'est pas important qu'on voit le fil, ce qui est important, c'est qu'à l'extérieur, on voit la beauté des perles. Alors vous dites, bon, c'est bien, c'est joli comme phrase, sauf que j'ai discuté avec ses collaborateurs, y compris un responsable syndical, et qui m'ont dit, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi humble. Il est toujours en train de nous booster, enfin de valoriser ce qu'on fait. Ça, c'est sur le côté humilité. Mais de l'autre côté, le côté ambitieux. Donc, grande humilité dans les relations interpersonnelles, pas de volonté de dominer les autres, mais de l'autre côté, une grande ambition d'agir sur le monde de façon positive, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan environnemental. Et ça, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent peu, par exemple, parfois, certains peuvent le parler, mais qui ont une vision du monde extraordinaire. En l'occurrence, par exemple, si je prends l'exemple de Hubert Boisredon, dont je viens de vous parler, c'est la société Armor qui, dans les années 20 ou 30, avait inondé l'Europe de papier carbone. Bon, papier carbone, c'est un peu has-been. Donc après, ils sont partis aux cartouches d'imprimante. Maintenant, ils passent à l'imprimante 3D. Mais surtout, c'est qu'il a décidé, donc c'est un groupe de 2000 personnes, il a décidé de faire de son entreprise un groupe industriel à vocation environnementale. Pour ça, il a complètement modifié plein d'éléments et il a recruté notamment des ingénieurs en solaire. Et c'est une des seules entreprises au monde, rare, qui fait du solaire souple. Ils ont commencé à déposer des brevets, ils ont déjà des entreprises qui achètent des choses. C'est-à-dire qu'on pourra mettre du solaire, par exemple, sur du papier peint, sur des peintures, enfin du solaire souple, ce n'est pas des plaques.
Ça aura un avantage, par exemple, en Afrique subsaharienne ou dans des camps de réfugiés, c'est-à-dire que des gens pourront avoir de l'électricité sans passer par le fil et sans faire, par exemple, du bois de feu, détruire la forêt. Donc, lui, il a une visée environnementale très claire et il est en train de réorienter son entreprise dans ce sens-là. Autre élément important, la coopération. L'esprit de mettre de la coopération dans les entreprises, eh bien, ça, c'est aussi très typique de ces personnes qui considèrent que ce n'est pas la compétition qui est le plus utile. Je n'ai pas le temps de résumer, de vous donner des éléments précis, mais c'est clair, les études qui ont été faites montrent que l'idée qu'il faut mettre au sein de l'entreprise, soit entre les individus, soit entre les équipes, un esprit de compétition, parce que c'est comme ça avec l'esprit de la gagne et l'esprit de la compète entre eux qui vont réussir, ça ne marche pas. C'est moins efficace que la coopération. Ça peut faire émerger des individus hyper compétitifs par rapport aux autres qui vont avoir des meilleurs résultats, mais ça détruit l'esprit d'équipe et de nos jours, et ça sera de plus en plus le cas, on a besoin d'équipes de gens qui sont interdépendants. On travaille de plus en plus dans l'interdépendance, ça sera de plus en plus le cas. Et donc, ce qui est le plus efficace, c'est la coopération. Maintenant, je voudrais souligner, je vais arriver à ma conclusion, qui est de réfléchir à la finalité de l'entreprise. Tout à l'heure, Jean-Christophe Hanna disait qu'effectivement, éventuellement, on peut être une entreprise libérée et produire des mines antipersonnelles, mais il semble qu'il ne faut pas seulement s'interroger au bien-être des collaborateurs, mais à la raison d'être des entreprises. Il m'arrive d'entendre des personnes qui disent, qui vendent même des prestations dans des entreprises en tant que consultant. Moi-même, il m'arrive d'être demandé pour intervenir sur le thème « le bonheur et la performance ». En gros, l'idée, c'est rendez vos salariés heureux, ils seront plus performants, plus productifs. Je pense que ça, c'est une vision extrêmement réductrice et même dangereuse de l'application de la psychologie positive en entreprise. Je pense que la psychologie positive n'est pas un outil au service du profit, elle est une finalité en soi. D'ailleurs, on pourrait se dire, tiens, plus une entreprise, c'est un peu quelque chose que j'entends, plus une entreprise est responsable sur le plan social et environnemental, plus elle est rentable, et ça peut être un argument de vente pour faire du social ou de l'environnemental dans l'entreprise. Et moi, j'ai lu beaucoup d'études et j'étais étonné, c'est ce que j'aurais aimé. C'est ce qu'on dit parfois, mais ce n'est pas vrai. Parce que quand on lit l'ensemble des études, eh bien, on est un peu embêté parce qu'il y a des études qui vont dans ce sens-là, et il y a des études qui vont dans le sens exactement inverse, et il y a des études aux résultats intermédiaires. Donc voilà. Alors moi, je ne savais pas trop jusqu'au moment où j'ai découvert une synthèse qui était très intéressante. C'est-à-dire que... non, je peux vous montrer. Si vous voulez, ça, c'est une courbe, ce n'est pas dans le temps. Si vous regardez la ligne horizontale, c'est le niveau de responsabilité sociale des entreprises. C'est des centaines d'entreprises qui ont été analysées. Donc plus vous êtes sur la droite, plus vous êtes responsable en tant qu'entreprise. Et à la verticale, eh bien, c'est la rentabilité de l'entreprise. Conclusion, si vous voulez faire beaucoup d'argent, il faut être soit très engagé sur le plan social, soit très désengagé, très peu engagé sur le plan social. Le pire, c'est d'être au milieu. Alors, pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que lorsque on se dit, tiens, on va faire des sous en étant un peu responsable, il faut faire des investissements. Et pendant un certain temps, ce n'est pas rentable. C'est seulement au fil du temps, et surtout qu'il y a des effets de réputation. Hein, des entreprises, elles acquièrent une réputation, mais ça ne se fait pas en 6 mois, la réputation. Ça prend du temps. Et donc, il faut un certain temps pour que la rentabilité arrive, ce qui veut dire que c'est des stratégies à moyen et long terme, et surtout, même le mot stratégie, à mon avis, n'est pas forcément le meilleur, c'est des démarches qui sont basées sur la sincérité, l'authenticité des personnes. Je voudrais terminer juste par une remarque. Il m'arrive d'intervenir dans des écoles de commerce, ponctuellement, comme ça, pour des conférences. Et moi, je suis convaincu
que l'avenir des entreprises dans le sens humaniste, eh bien, se trouve bien dans les écoles de commerce, à condition qu'elles fassent un peu leur révolution. Et moi, il m'arrive de terminer, je voudrais terminer comme ça avec vous, en disant aux jeunes, depuis des dizaines d'années, les écoles de commerce, les business schools vous vendent un rêve extraordinaire. Vous allez être les maîtres du monde, les maîtres économiques du monde. C'est un rêve qui a fait aller sur tous les continents plein de jeunes. Il y a un rêve beaucoup plus fascinant que vous pouvez éventuellement apprendre dans les écoles de commerce ou ailleurs. Mais en tout cas, dans votre métier, vous pouvez devenir non plus les maîtres du monde, mais les serviteurs du monde. Eh bien, lorsque j'ai dit ça à des jeunes, ils étaient super contents, ils m'applaudissaient, et il y en a qui venaient me voir et me disent « Moi, j'ai envie d'étudier le business, mais pour être serviteur du monde. » Alors, je ne sais pas quelle est votre activité, évidemment, mais là où vous êtes, peut-être que vous pourriez, vous, être des serviteurs du monde. Merci beaucoup.